Bienvenue sur Hollywood Inside, la chaîne où nous dévoilons les secrets les mieux gardés du cinéma et les histoires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus fascinants et controversés du XXe siècle, la mort soudaine de Bruce Lee, le 20 juillet 1973, à seulement 32 ans. Une icône mondiale, un maître des arts martiaux, fauché au sommet de sa gloire dans l'appartement d'une actrice, Betty Ting Pei. Cette nuit-là, tout a basculé. Betty est passée d'étoile montante à paria, accusée par des millions de fans d'être responsable de la fin d'une légende. Pendant plus de 50 ans, elle s'est murée dans le silence, portant le poids des rumeurs et du scandale. Mais aujourd'hui, elle parle enfin. Dans cette vidéo, découvrez sa confession émouvante, ses révélations sur sa relation avec Bruce et les vérités cachées de cette nuit tragique qui ont forcé le monde à revoir tout ce qu'il croyait savoir. Attachez vos ceintures, car Hollywood Inside vous emmène au cœur d'un drame qui mêle gloire, trahison et rédemption. Le 20 juillet 1973, une tragédie sans précédent secoue le monde du cinéma et des arts martiaux. Bruce Lee, icône mondiale à seulement 32 ans, s'effondre et décède dans l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei à Kowloon Tong, Hong Kong. Symbole d'invincibilité avec son physique sculpté et son charisme magnétique, sa mort soudaine au sommet de sa gloire choque des millions de fans et bouleverse l'industrie cinématographique. Betty Ting Pei, alors étoile montante du cinéma hongkongais, passant une nuit du statut de vedette prometteuse à celui de femme la plus détestée d'Asie, accusée d'être responsable de la fin d'une légende. Pendant plus de 50 ans, elle choisit le silence, vivant dans l'ombre d'un scandale qui la définit et la hante. Aujourd'hui, à un âge avancé, elle brise enfin ce mur de silence, livrant une confession poignante sur sa relation avec Bruce Lee, les événements de cette nuit fatidique et la dissimulation qui a suivi. Ces révélations obligent le monde à reconsidérer une histoire qu'il pensait connaître, mettant en lumière les pressions écrasantes subies par Bruce et le calvaire enduré par Betty pendant des décennies. Pour saisir l'ampleur de ce drame, il faut remonter aux origines de Betty Ting Pei et à son ascension dans l'industrie du cinéma. Née Tang Mei Li le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, Betty grandit dans une famille aisée et respectée, marquée par des valeurs confucéennes strictes. Son père, un médecin réputé, impose une éducation rigide, où l'on attend d'elle qu'elle suive un chemin conventionnel. Une carrière stable, peut-être en médecine, ou un mariage arrangé conforme aux normes sociales. Pourtant, dès son plus jeune âge, Betty est attirée par le glamour du cinéma. Dans les années 1960, Hong Kong émerge comme un centre névralgique du cinéma asiatique, produisant des films en mandarin qui captivent un public massif. Les studios comme Shaw Brothers dominent l'industrie, mêlant drame romantique, épopée historique et un genre naissant, les films d'arts martiaux. Fascinée par cet univers vibrant, Betty défie les attentes familiales pour poursuivre son rêve d'actrice, attirée par la promesse de l'écran et la possibilité de transcender les limites imposées à une jeune femme de son époque. En 1967, à l'âge de 20 ans, Betty signe un contrat avec Shaw Brothers Studio, la maison de production la plus puissante de Hong Kong. À l'époque, le studio, fondé par les frères Shaw, produit des dizaines de films par an, exploitant l'âge d'or du cinéma en mandarin. Avec sa beauté saisissante des traits délicats, un regard envoûtant, une silhouette élégante et son magnétisme naturel, Betty se distingue rapidement. Elle est souvent castée dans des rôles de séductrice ou de femme fatale, des personnages qui exploitent son charme pour manipuler les intrigues. Dans des films comme The Temptress ou d'autres productions Shaw Brothers, elle incarne des figures féminines complexes, mêlant vulnérabilité et intensité. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, son visage orne les affiches à travers Hong Kong, et elle devient une figure reconnaissable dans des drames romantiques et des films d'action naissants. Elle apparaît dans plus d'une vingtaine de films, consolidant sa réputation d'actrice montante. Cependant, cette célébrité s'accompagne de stéréotypes tenaces. Bien que capable de performances variées, l'industrie la confine à des rôles de tentatrice, et le public commence à confondre son image à l'écran avec sa personnalité réelle. Cette perception, qu'elle soit fondée ou non, deviendra un fardeau dramatique lorsque le scandale éclatera. Au début des années 1970, Betty passe sous contrat avec Golden Harvest, un studio rival dirigé par l'ambitieux Raymond Shaw, qui mise sur l'innovation, notamment dans les films d'arts martiaux. Ce changement marque un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. C'est chez Golden Harvest qu'elle croise la route de Bruce Lee, un jeune acteur qui révolutionne le cinéma d'action. À cette époque, Bruce n'est pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra avec Enter the Dragon, mais à Hong Kong, il est une superstar incontestée. Ses films The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, pulvérisent les records au box-office, portés par ses chorégraphies révolutionnaires et son charisme explosif. Lors d'un dîner organisé par Shaw, en présence de l'épouse de Bruce, Linda Lee, Betty rencontre Bruce pour la première fois. Elle le voit d'abord comme un collègue du milieu, un acteur charismatique parmi d'autres,
sans imaginer que leur relation allait bientôt déclencher un scandale qui bouleverserait leur vie et marquerait l'histoire du cinéma. Bruce Lee, né le 27 novembre 1940 à San Francisco, grandit entre les États-Unis et Hong Kong. Fils d'un acteur d'opéra cantonais, il est immergé dans la performance dès l'enfance, jouant des rôles d'enfant star dans des films hongkongais. Formé au Wing Chun sous la tutelle du maître Ip Man, il développe son propre style, le Jeet Kune Do, une philosophie martiale hybride qui prône la fluidité, l'efficacité et le rejet des traditions rigides. Après des tentatives à Hollywood, où il est relégué à des rôles secondaires comme dans The Green Hornet, Bruce retourne à Hong Kong en 1971, frustré par les stéréotypes imposés aux acteurs asiatiques. Son premier film pour Golden Harvest, The Big Boss, le propulse en héros anticolonial, un ouvrier vengeur luttant contre l'exploitation. Fist of Fury amplifie son aura, avec des thèmes nationalistes où il défie l'oppression japonaise, résonnant avec la fierté chinoise post-guerre. En 1972, The Way of a Dragon, qu'il réalise et dans lequel il affronte Chuck Norris dans un duel légendaire au Colisée de Rome, cimente sa légende. En 1973, il tourne Ante a Dragon, coproduit par Warner Bros., un film d'espionnage et d'arts martiaux qui le propulse au rang de superstar mondial. Avec des scènes iconiques comme le combat dans la salle des miroirs, le film redéfinit le genre et inspire des générations. Mais derrière ces triomphes, des fissures apparaissent. Bruce pousse son corps et son esprit à leurs limites. Connu pour sa discipline obsessionnelle, il s'entraîne sans relâche, parfois en ne consommant qu'un seul repas par jour pour maintenir sa silhouette athlétique. Il expérimente avec des compléments alimentaires, des analgésiques et des diurétiques, cherchant toujours un avantage physique. Ses proches remarquent son épuisement chronique, ses maux de tête fréquents, ses crises de vertige et ses insomnies. En mai 1973, 2 mois avant sa mort, il s'effondre lors d'une session de doublage pour Ante a Dragon au studio Golden Harvest. Conduit d'urgence à l'hôpital Baptiste de Hong Kong, les médecins diagnostiquent un édème cérébral, un gonflement du cerveau dû à une accumulation de fluide. Ils lui administrent du mannitol pour réduire la pression intracrânienne, et Bruce récupère rapidement, mais il minimise l'incident, insistant pour reprendre le travail immédiatement. Pour ses fans, il incarne la force absolue, capable de briser des planches d'un coup ou de faire des pompes sur 2 doigts. Mais en privé, sa santé est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. C'est dans ce contexte de fragilité croissante que sa relation avec Betty Ting Pei s'intensifie. Betty révèle plus tard que c'est Bruce qui l'a courtisée activement. Tout le monde l'aimait. Si je n'avais rien ressenti, ça aurait été étrange. Il a vu en moi quelque chose que les autres ne voyaient pas, confie-t-elle. Leur lien, selon elle, n'est pas seulement physique, mais profondément émotionnel, basé sur un respect mutuel et une connexion authentique. Surnommée « Petite Dame Dragon » par leur entourage, Betty devient une présence constante aux côtés de Bruce. Elle l'aide à choisir ses vêtements, l'accompagne à des rendez-vous professionnels avec Raymond Shaw, et l'emmène même chez le coiffeur pendant les tournages. Leur relation suscite des spéculations incessantes. Certains y voient une liaison adultère, accusant Betty de briser le mariage de Bruce avec Linda Lee, mère de leurs 2 jeunes enfants, Brandon, né en 1965, et Shannon, né en 1969. D'autres suggèrent que leur lien est plus complexe, moins une trahison qu'une quête de réconfort de la part de Bruce, écrasé par les attentes de Hollywood, de Hong Kong, de sa famille et de ses fans. Betty insiste qu'elle n'a jamais voulu remplacer Linda ni détruire leur famille, mais qu'elle a répondu à l'attention insistante de Bruce, piégé dans une relation qui n'était jamais destinée à être publique. En juillet 1973, Bruce est plus occupé que jamais. Il révise des scénarios pour Game of Death, un film ambitieux où il affronte des adversaires à différents niveaux d'une pagode, symbolisant une ascension martiale. Il fait également la promotion d'Ante a Dragon, qui doit consacrer son statut de star mondiale. Les exigences sont incessantes, et ses maux de tête reviennent avec une fréquence alarmante. Betty se souvient qu'il tremblait parfois, arpentant nerveusement la pièce, murmurant sur le stress et la peur qui le rongeaient. Elle ne le presse jamais d'expliquer en détail, un regret qui la hantera pendant des décennies. À ce moment-là, Bruce apparaît émacié, usé, l'ombre de l'homme qui incarnait l'invincibilité. Son régime extrême, combiné à un entraînement intensif et un emploi du temps surchargé, l'a affaibli physiquement, bien que son esprit reste d'une détermination féroce. Le 20 juillet 1973 commence comme une journée ordinaire pour Bruce Lee, mais à la tombée de la nuit, le monde sera à jamais bouleversé. Ce matin-là, il passe du temps à planifier Game of Death avec Raymond Shaw, discutant du casting, notamment George Lazenby, l'ancien James Bond. Vers 17h, Bruce arrive chez Betty dans le quartier de Kowloon Tong, accompagné de Shaw, qui repart peu après pour d'autres affaires. Betty remarque immédiatement que Bruce semble mal en point. Fatigué, agité, différent de son énergie habituelle. Vers 19h,
il se plaint d'un violent mal de tête. Betty lui propose un comprimé déquagésique, un antidouleur courant à Hong Kong, combinant aspirine et méprobamat, un relaxant musculaire. Bruce en avait déjà pris sans problème par le passé. Il avale la pilule et va s'allonger dans la chambre de Betty pour se reposer avant un dîner prévu plus tard avec Shaw et d'autres collaborateurs. Au départ, Betty n'y prête pas grande attention. Bruce s'était déjà évanoui auparavant, notamment en mai 1973, lorsqu'il avait souffert d'un édème cérébral lors d'une session de doublage. Ce jour-là, les médecins l'avaient stabilisé, et il avait minimisé la gravité. Mais cette fois, tout est différent. Vers 20h30, Betty sent que quelque chose cloche. Elle tente de réveiller Bruce, mais il ne réagit pas. La panique la saisit, et elle appelle Raymond Shaw. Ce dernier arrive vers 21h45 et trouve Bruce toujours inconscient. Ensemble, ils tentent de le ranimer en le secouant, en lui parlant, mais sans succès. Shaw contacte le médecin personnel de Betty, qui arrive vers 22h. Le médecin essaie la réanimation cardiopulmonaire et d'autres méthodes d'urgence, mais l'état de Bruce ne s'améliore pas. Finalement, une ambulance est appelée. Lorsque Bruce est conduit à l'hôpital Queen Elizabeth, il est déjà trop tard. À 23h, il est déclaré mort à son arrivée. Le rapport officiel indique que la cause du décès est un édème cérébral, la même condition qui l'avait frappé 2 mois plus tôt. L'explication donnée attribue cet édème à une réaction allergique à l'équagésique, en particulier au méprobamat. Mais dès l'annonce de la nouvelle, les questions fusent. Comment un homme en apparence si athlétique, capable de performances physiques surhumaines, peut-il mourir d'un simple antidouleur? Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps avant d'appeler une ambulance? Et pourquoi Bruce se trouvait-il dans l'appartement de Betty Ting Pei plutôt qu'à son domicile avec sa femme Linda? Dans les heures qui suivent, le récit commence à changer. Raymond Shaw déclare initialement à la presse que Bruce s'est effondré chez lui, aux côtés de Linda, effaçant complètement Betty de l'histoire officielle. Cette dissimulation vise à protéger l'image immaculée de Bruce, à épargner sa famille et à préserver l'empire commercial de Golden Harvest, qui repose largement sur le succès de ses films. Mais les rapports de police finissent par révéler la vérité. Bruce Lee est mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, dans son lit. À seulement 26 ans, Betty se retrouve propulsée au cœur du plus grand scandale de l'histoire du cinéma asiatique. Le public, plongé dans un deuil collectif, perd un héros qui incarnait la résilience et la fierté. Mais dans sa douleur, il cherche aussi un bouc émissaire. Lorsque la vérité éclate, confirmant que Bruce était chez Betty, elle devient la cible d'une tempête médiatique et publique à laquelle elle n'est pas préparée. Au départ, suivant les instructions de Shaw, et semble-t-il, de la famille de Bruce, Betty nie tout. Elle déclare aux médias que Bruce ne s'est pas effondré dans son appartement, que l'ambulance n'est pas venue de chez elle, et qu'elle n'avait aucun lien romantique avec lui. Shaw insiste sur le fait que cette version est nécessaire pour protéger l'héritage de Bruce, épargner Linda et leurs 2 enfants, et éviter que le scandale ne détruise Golden Harvest. Betty, submergée par le choc et la pression, sent qu'elle n'a d'autre choix que d'obéir. Mais la vérité finit toujours par se frayer un chemin. Lorsque les rapports de police confirment que Bruce était bien dans son appartement, la presse se déchaîne avec une fureur implacable. Betty est étiquetée comme une tentatrice sans scrupules, une maîtresse manipulatrice, voire une meurtrière. Les tabloïds s'emballent avec des titres sensationnels, suggérant qu'elle a empoisonné Bruce ou lui a administré un aphrodisiaque comme la mouche espagnole, une substance supposée stimuler la libido mais potentiellement dangereuse. En une nuit, Betty Ting Pei passe de star de cinéma à ennemi public numéro 1, un bouc émissaire idéal pour canaliser la colère collective. Les théories du complot prolifèrent comme une traînée de poudre. Certains pointent du doigt les triades, les syndicats criminels notoires de Hong Kong, affirmant que Bruce s'est fait des ennemis en refusant de coopérer avec eux ou en défiant leur influence dans l'industrie du cinéma. D'autres spéculent qu'il a été assassiné par des artistes martiaux jaloux de son succès ou par des figures puissantes craignant son influence grandissante sur la jeunesse asiatique et occidentale. Une théorie plus mystique suggère une malédiction familiale, une idée renforcée 2 décennies plus tard lorsque Brandon Lee, le fils de Bruce, est tué en 1993 dans un tragique accident sur le tournage de The Crow, touché par une balle réelle lors d'une scène. En réalité, les explications sont bien moins sensationnelles. Bruce avait un historique de problèmes de santé, avec des évanouissements et des symptômes graves dans les mois précédant sa mort. Des analyses médicales modernes, comme celle publiée en 2022 dans Clinical Kidney Journal, proposent que Bruce soit mort d'hyponatrémie, une condition causée par une consommation excessive d'eau combinée à un dysfonctionnement rénal, entraînant un édème cérébral. D'autres experts évoquent une épilepsie non diagnostiquée ou des facteurs génétiques, notant que son père et son frère sont morts subitement dans des circonstances similaires. Pourtant, parce que Bruce projetait une image d'invincibilité brisant des planches d'un coup,
réalisant des pompes sur 2 doigts, peu osait l'affronter sur son état de santé dégradant. Betty se souvient que les gens autour de lui avaient peur de lui dire qu'il avait besoin d'aide médicale, craignant sa colère ou son refus obstiné. C'était un homme habitué à garder un contrôle absolu, prenant toujours ses propres décisions, même au détriment de sa santé. Les dégâts causés à la réputation de Betty sont irréversibles. Les journalistes campent devant chez elle jour et nuit, les paparazzis la poursuivent dans les rues, des fans lui crachent dessus et l'insultent publiquement. Elle reçoit des menaces de mort anonymes, et les producteurs refusent désormais de travailler avec elle, redoutant que le scandale ne contamine leurs projets. Elle devient prisonnière de son propre foyer, coupée du monde extérieur, hantée par les souvenirs de cette nuit fatidique. Les rôles qu'elle incarnait autrefois à l'écran des femmes séductrices et dangereuses deviennent l'image que le monde projette sur elle, effaçant sa véritable identité. Le choc psychologique est dévastateur. Betty révèle plus tard avoir développé une schizophrénie, hantée par la paranoïa et la peur que quelqu'un ne tente de lui faire du mal. À son point le plus bas, elle confesse que la vie lui semblait pire que la mort. Tout le monde voulait ma mort, se souvient-elle. Mais je me suis dit, si je mourais, ils penseraient que je suis coupable, que je me suis suicidé par honte. Mais je n'ai rien fait de mal. Je devais continuer à vivre. En 1976, Betty épouse Charles Hung, un acteur hongkongais et magnate du divertissement dont la famille a des liens solides avec l'industrie. De ce mariage naît une fille, Candy Hung, qui devient la plus grande source de réconfort et de chaleur dans sa vie. Mais l'union ne résiste pas à la pression, et le couple divorce en 1985. Malgré leur séparation, Candy reste proche de sa mère, offrant un ancrage émotionnel dans la tempête. Après le scandale, la carrière d'actrice de Betty s'effondre presque complètement. Les producteurs l'évitent, craignant d'être associés à la controverse. Les rôles qui arrivaient facilement disparaissent, et sa réputation ne se remet jamais pleinement. Elle se retire progressivement de la vie publique, n'apparaissant que rarement dans des films mineurs ou des événements discrets. Pendant des décennies, elle évite les interviews, refusant de confirmer ou de démentir les rumeurs qui ont consumé sa vie. Pour le public, son silence semble suspect, alimentant encore plus les spéculations. Pour Betty, c'est la seule façon de survivre, de préserver ce qui reste de sa dignité dans un monde qui l'a jugée coupable sans procès. C'est dans cette période douloureuse que Betty trouve refuge dans le bouddhisme. Elle a toujours nié que cette conversion soit liée à Bruce Lee, expliquant que le tournant est venu après la naissance de sa fille Candy. En lisant les écritures bouddhistes, comme le Sutra du cœur, elle découvre le réconfort et l'illumination spirituelle. Elle adopte un mode de vie végétarien, médite quotidiennement et se consacre à la pratique spirituelle, cherchant la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Aujourd'hui, je suis sur une vaste route lisse, déclare-t-elle. Quoi qu'il arrive, je n'ai plus peur. Je peux aider les autres grâce aux connaissances bouddhistes que j'ai acquises. Le bouddhisme devient pour elle une manière de faire face à la culpabilité persistante, au traumatisme profond et à la solitude écrasante. Elle admet que, même des décennies plus tard, elle vérifie encore la nuit si sa fille respire, une cicatrice persistante du traumatisme d'avoir vu Bruce Lee mourir dans son lit. Pourtant, elle affirme que cette tragédie lui a appris à apprécier la paix et la simplicité de l'existence. Dans des interviews ultérieures, elle décrit la mort de Bruce comme paisible, survenue dans son sommeil, une perspective influencée par sa foi bouddhiste, qui valorise le détachement et l'acceptation de l'impermanence. Dans les années 2000, Betty Ting-pei devient largement invisible au public. Elle n'apparaît que rarement, principalement lors d'événements caritatifs bouddhistes, et vit discrètement à Hong Kong avec sa fille Candy. Mais les questions et les rumeurs la poursuivent où qu'elle aille. Pendant des décennies, elle refuse d'y répondre, préférant protéger sa vie privée et sa santé mentale. Puis, plus de 50 ans après la tragédie, elle décide enfin de briser son silence dans une confession bouleversante. Lors d'une rare apparition dans l'émission Contrôle Plus F Trousse de TVB, Betty parle ouvertement de sa relation avec Bruce et des événements du 20 juillet 1973. Pour la première fois, elle confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Elle et Bruce étaient amants. Il était incroyablement charmant, admet-elle. Le monde entier l'aimait. Ne serait-il pas étrange que moi non? Il m'aimait et pensait que nous étions destinés à être ensemble. Elle explique que c'est Bruce qui l'a courtisée, et non l'inverse, et que leur relation reposait sur un respect mutuel et une connexion émotionnelle profonde, au-delà de l'aspect physique. Betty décrit également les heures qui ont précédé la mort de Bruce avec une précision émouvante. Elle se souvient qu'il est arrivé chez elle vers 17 h, déjà souffrant. Vers 19 h, il se plaint d'un mal de tête, prend un comprimé d'équagésique qu'elle lui donne, et va se reposer dans sa chambre. Lorsqu'il ne se réveille pas, elle appelle Raymond Shaw, qui lui demande d'attendre son arrivée avant d'appeler à l'aide. Elle admet avoir paniqué, ne sachant que faire,
mais souligne que Bruce avait pris ce médicament de nombreuses fois sans problème. Honnêtement, même si le médicament en était la cause, qu'aurais-je pu faire? Je n'ai pas inventé ce produit, dit-elle avec amertume. Le plus choquant est peut-être son aveu concernant la dissimulation initiale. Elle confirme que Shaw lui a demandé de nier que Bruce était mort chez elle, insistant sur le fait que c'était ce que voulait la famille de Bruce. Que devais-je faire, aller contre eux? Demande-t-elle. J'ai respecté leurs souhaits. Pendant des décennies, elle a porté le fardeau de ce mensonge, vilipendée par le public pour avoir caché la vérité alors qu'elle protégeait les autres. Des experts médicaux interrogés dans l'émission réexaminent la mort de Bruce avec les connaissances modernes. Certains rappellent que Bruce s'était déjà évanoui et présentait des symptômes compatibles avec une épilepsie non diagnostiquée. D'autres évoquent une hyponatrémie, une condition liée à une surconsommation d'eau et un dysfonctionnement rénal, qui aurait provoqué l'édème cérébral. Une théorie suggère même un facteur génétique, puisque le père et le frère de Bruce sont morts subitement dans des circonstances similaires. Ces perspectives dessinent une autre image. Bruce Lee aurait pu souffrir d'une maladie chronique non diagnostiquée, aggravée par l'épuisement, le stress et son régime extrême. Sa consommation excessive d'eau, combinée à un usage possible de cannabis, qui peut altérer la fonction rénale, pourrait avoir contribué à l'hyponatrémie, selon des analyses récentes. Ces explications contrastent avec l'image d'invincibilité qu'il projetait, rendant sa mort d'autant plus tragique. Pour Betty, parler à un âge avancé relève moins de la défense que du besoin de clore ce chapitre douloureux. Elle admet avoir vécu avec ce traumatisme chaque jour, vérifiant la nuit si sa fille respirait encore, hantée par le souvenir des dernières heures de Bruce. Ce n'était pas ma volonté. Ce n'était pas sa volonté. C'était la volonté du ciel, déclare-t-elle avec une sérénité influencée par sa foi bouddhiste. Sa confession divise l'opinion publique. Certains éprouvent de la sympathie, reconnaissant ses décennies de souffrance silencieuse et admettant qu'elle fut elle aussi une victime de cette nuit fatidique. D'autres restent sceptiques, l'accusant de chercher l'attention après tant d'années de retrait. Mais quelle que soit la réaction, ces paroles forcent le monde à reconsidérer une histoire racontée depuis plus d'un demi-siècle. Bruce Lee reste une légende inégalée. Ses films, de The Big Boss à Enter a Dragon, qui a rapporté plus de 90 millions de dollars, ont redéfini les arts martiaux et brisé les stéréotypes asiatiques à Hollywood. Son Jeet Kune Do, avec sa philosophie de simplicité et d'adaptabilité, continue d'influencer des disciplines martiales et des films comme Matrix ou les productions de Jackie Chan Enter a Dragon, avec ses scènes iconiques comme le combat dans la salle des miroirs, a inspiré des générations de cinéastes et de pratiquants d'arts martiaux. Bruce a transformé la perception des acteurs asiatiques, passant de rôles secondaires stéréotypés à des héros universels, incarnant la résilience et la fierté culturelle. Betty Ting Pei, de son côté, incarne le coût humain du scandale. Son parcours reflète les pressions patriarcales de l'industrie cinématographique, où les femmes étaient souvent réduites à des objets de désir ou de controverse. Sa conversion au bouddhisme, influencée par des textes comme le Sutra du cœur, lui a permis de transcender la douleur, en adoptant des principes de non-attachement et de compassion. Des documentaires récents, comme Be Water, 2020, et des analyses médicales modernes ont ajouté des nuances à cette histoire, remettant en question les théories du complot au profit d'explications scientifiques. La théorie de l'hyponatrémie, par exemple, pointe du doigt les habitudes de Bruce. Une consommation excessive d'eau pour rester hydraté, un régime pauvre en sodium, et un mode de vie à haute intensité qui ont pu précipiter sa chute. Cette histoire est un tapestry complexe de gloire, de tragédie et de rédemption. Bruce Lee était un homme sous pression, luttant contre des failles qu'il refusait d'admettre, écrasé par son propre mythe. Betty Ting Pei, condamnée par une image imposée, a porté le poids d'un scandale qu'elle n'a pas choisi. Après un demi-siècle de silence, sa voix offre une perspective humaine sur un mystère qui transcende le cinéma pour toucher l'universel. Elle nous rappelle que derrière chaque légende se cache une humanité fragile, et derrière chaque scandale, des vérités complexes qui méritent d'être entendues. Et voilà, l'histoire de Betty Ting Pei et de Bruce Lee, une tragédie qui continue de captiver et de diviser, plus de 50 ans après les faits. Sur Hollywood Inside, nous avons exploré les coulisses de cette nuit fatidique du 20 juillet 1973, où une icône s'est éteinte et une femme a été condamnée à vivre dans l'ombre d'un scandale. La confession de Betty, après un demi-siècle de silence, nous rappelle que derrière chaque légende se cache une humanité complexe, faite de pression, de failles et de vérités souvent occultées. Bruce Lee était plus qu'un héros de l'écran, il était un homme écrasé par son propre mythe. Betty, elle, était bien plus qu'une accusée, une victime d'un monde impitoyable. Alors, que pensez-vous de sa version des faits? La mort de Bruce Lee est-elle enfin éclaircie, ou le mystère persiste-t-il? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Hollywood Inside pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les secrets d'Hollywood et au-delà.
À très bientôt pour une nouvelle histoire qui secoue le monde du cinéma.